Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Focus Caraïbes. Aujourd'hui, je vous emmène sur le plateau amazonien et plus précisément en Guyane. Une Guyane caribéenne de par sa position géographique et ses relations avec ses voisins caribéens et son statut de membre associé de l'Association des États de la Caraïbe. Mais une Guyane sud-américaine également, avec de longues frontières fluviales avec le Suriname et 730 km de frontière avec le Brésil, la plus longue frontière de France. Bientôt, la Guyane, comme les Antilles, sera membre de la CARICOM, la communauté de la Caraïbe dont le siège se trouve à Georgetown au Suriname, un autre voisin de la Guyane. Pour nous parler de ce pays unique et de ses relations en matière de coopération régionale, nous recevons pour ce numéro de Focus la première vice-présidente de la toute nouvelle collectivité territoriale de Guyane, en charge de l'environnement, de l'énergie et des mines. Elle est également présidente du Parc naturel régional de Guyane et une avocate reconnue dans son pays. Il s'agit de Madame Hélène Sirdère. Hélène Sirdère, bonjour. Madame, bonjour. Nous allons commencer donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la coopération régionale ? Eh bien, la coopération régionale, c'est l'ouverture au monde, c'est la concrétisation de la mondialisation. Je dois dire qu'en Guyane, la coopération régionale existe depuis la nuit des temps. Nous avons toujours coopéré tant avec le Brésil qu'avec le Suriname. Je me rappelle l'époque pas si lointaine où il n'y avait peut-être pas d'école d'un côté, pas d'ophtalmologue de l'autre. Donc déjà au niveau santé, au niveau éducation, les choses se sont mises en place simplement. Au niveau culturel, au niveau sportif également. Maintenant, il s'agit de donner un cadre juridique, il s'agit de donner des règles, il s'agit d'intensifier cette coopération, de la mener nous-mêmes, l'exécutif de la collectivité territoriale de Guyane. On sent beaucoup, Madame Sirdère, que la coopération régionale au Brésil, et ça paraît tout à fait normal vu la situation géographique de la Guyane, qui se tourne beaucoup vers le Brésil et le Suriname, ce sont vraiment deux pays prioritaires en matière de coopération régionale en Guyane ? Écoutez, aujourd'hui, il faut que nous vivions dans notre espace géographique, d'abord, et le nôtre, c'est d'être à côté du Brésil, du nord du Brésil, et d'être à côté donc du Suriname. Ce sont des priorités. Nous faisons partie, la Guyane fait partie du plateau des Guyanes, et avec ses voisins dont je parle à l'instant, avec aussi le Guyana, avec aussi le Venezuela, nous avons une continuité territoriale et écologique. Oui. Les frontières, ce sont des fleuves. Donc, des voies navigables pour les populations. Il y a de véritables bassins de vie qui se trouvent d'un côté et de l'autre du fleuve. Donc, les relations transfrontalières, qui sont des relations internationales, doivent se mettre en place tout à fait naturellement. Et ce sont bien entendu avec nos voisins les plus proches qu'il nous faut avoir des relations de coopération privilégiées. Voilà, donc. Mais il nous faut aller au-delà donc de la configuration amazonienne du plateau des Guyanes et pouvoir également émerger sur le continent sud-américain. D'accord, de façon beaucoup plus large. Nous allons écouter tout de suite le premier président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, lors d'un congrès qu'il a tenu en décembre dernier, juste avant les élections territoriales. On y va. Coopération avec le Suriname, coopération avec le Brésil, parce que ce n'est pas en regardant notre nombril qu'on ne doit pas comprendre qu'on va vers l'universalité, qu'on va vers le continent sud-américain, vers le marché du Mercosur. Madame Sirdère, cette position paraît tout à fait naturelle, mais est-ce que vous êtes entendue au niveau du ministère de l'Outre-mer, voire du ministère des Affaires étrangères, sur votre volonté de coopérer avec vos voisins brésiliens et surinamais ? Eh bien, écoutez, je crois que le sens de l'histoire est de donner aujourd'hui à l'exécutif des collectivités qui sont en place, en tout cas des collectivités des DOM, la possibilité d'engager des actions, de signer des accords avec un accompagnement simplement de l'État. Lorsque vous me dites qu'il faudrait demander donc, cette autorisation, enfin, je n'ai pas très bien compris le sens de votre question.
En tout cas, la volonté donc de la Guyane comme de ses voisins est de pouvoir entretenir des relations de proximité, des relations économiques et d'apporter des solutions adaptées aux populations. Voilà. Pour avoir participé, par exemple, à des commissions paritaires qui sont organisées au niveau de l'État, vous savez que pour les DOM, nous dépendons du ministère des Affaires étrangères, que pour le nord du Brésil, ils dépendent de Brasilia. Eh bien, je peux vous dire que quand et le ministère des Affaires étrangères français et Brasilia se mettent ensemble pour discuter des problèmes de la Guyane et du nord du Brésil, bon, on ne s'y retrouve pas trop, et dans l'ordre du jour, et dans les solutions qui sont adoptées. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment que cette coopération régionale, que ces relations internationales, parce que c'est la géographie qui le veut, soient faites par les acteurs même de terrain. Voilà, on sait bien que la diplomatie relève d'une compétence gardée et nationale. Est-ce que vous avez pu avancer sur ces différents points lors de la dernière conférence de coopération régionale qui s'est tenue à Cayenne le 30 mars et le 1er avril dernier? Écoutez, les choses sont en train de se mettre en place. La collectivité territoriale de Guyane se met en place. Nous avons trois mois et demi d'existence. Le projet de loi sur la diplomatie territoriale se met également en place parce que la loi n'est pas votée. Elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, reste le Sénat. Bon, je ne doute pas trop de son issue, mais ensuite les choses se mettront en place donc normalement. Il y aura des actions à mener, des programmes et un accompagnement de l'État. Quelles sont les relations commerciales concrètes que vous envisagez avec le Brésil et le Suriname? Alors, il y a les relations commerciales. Mais figurez-vous que dernièrement, nous avons appris que le Suriname demandait à des familles d'origine Hmong qui sont en Guyane de s'installer au Suriname pour y faire du maraîchage. Voilà un aspect de la coopération. Vous êtes surprise, j'ai été également surprise. Et en tout cas, l'agriculture que nous sommes en train de développer en Guyane, une agriculture d'authenticité, d'identité, eh bien, finalement, elle est regardée de près par nos voisins. Et voilà, voilà un exemple de coopération auquel on ne s'entend pas. Et pour le Brésil, ce sont également des échanges commerciaux. Mais je vous parlais du tourisme, de la culture, de l'éducation. Il y a aussi des aspects que nous devons signaler au niveau de la coopération qui sont menés. Ce sont les relations qui existent au niveau des chercheurs. La recherche en Guyane est très avancée et nous avons des relations extrêmement proches, tant avec le Brésil qu'avec le Suriname. Et une des ambitions de la Guyane, c'est d'émerger alors au niveau national, au niveau international, bien sûr au niveau européen, sur des sujets qui sont internationaux, mais qui sont aussi des enjeux locaux. Je veux parler de la biodiversité, je veux parler des changements, du changement climatique, des énergies, du développement durable. Alors oui, pour une coopération régionale basée sur des échanges commerciaux, mais pas que des échanges commerciaux. Il y a une autre coopération qui s'est mise en place et avec toute la technologie que nous, Guyane, de par notre appartenance précisément à l'Europe et au spatial, pouvons apporter au niveau spatial, technologique, numérique, etc. Alors écoutez, Madame Sirdère, on va tout de suite regarder ensemble une intervention, une question qui a été posée par un de nos confrères à Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, sur l'ouverture du pont de l'Oyapock qui relie donc le Brésil à la Guyane. On écoute. Sur la date de l'ouverture du pont, d'après mes informations, le pont est fini. Ça, c'est déjà un point. Et que donc la question qui est posée, c'est l'inauguration du pont. Ensuite, s'il y a un pont, ça veut dire qu'il y a des routes qui vont vers le pont, de chaque côté, brésilien et français, guyanais. Mes informations m'indiquaient que c'était plutôt du côté du Brésil que la route était terminée. Et d'autres me disent qu'aujourd'hui, c'est plutôt du côté de la Guyane. C'est sûr? Vous y êtes allé là-bas? Bon. Voilà.
C'est ces questions-là. Et donc là, il y a eu un accord qui portait... Merci pour ces informations très importantes. Et je vais y revenir sur cet accord entre le Brésil et la France, présenté par Laurent Fabius, sur les notes qui m'avaient été données, sur ce que ça représente exactement. Ah, je ne viens pas retrouver ça. Lutte contre le dumping, ça c'est pas ça. Ah oui, code administratif en chair, Internet de développement, c'est pas ça non plus. Voilà. Cet accord signé à Brasilia le 30 juillet 2014 exempte de droits et de taxes les achats de consommation courante effectués par les ressortissants français et brésiliens sur le territoire de l'autre État dans le cadre d'un régime spécial de circulation transfrontalière en vigueur depuis le 12 juin 2015 entre les communes frontalières, donc là bien la question du pont, de Saint-Georges de l'Oyapock et de l'Oyapock au Brésil. Saint-Georges de l'Oyapock, c'est en France, et l'Oyapock, c'est au Brésil. Le présent accord vient renforcer l'attractivité du régime spécial de circulation. La dispense de droits et taxes est valable au seul bénéfice des particuliers ayant le statut de frontalier et ses effets sont limités au périmètre du régime spécial. L'accord exclut toute activité commerciale, ne s'applique pas aux produits fortement taxés, tels les alcools et le tabac, et n'a pas d'incidence sur les contrôles douaniers à visée sanitaire ou sécuritaire. Donc c'est un accord, si je comprends bien, qui lie les deux communes qui sont donc directement les débouchés de ce pont et qui permet des échanges sans taxe, c'est pour faciliter sûrement les passages, dans un périmètre défini par ces deux communes et sur des produits hors alcool et tabac. Alors, Madame Siarder, un long moment de solitude qu'a vécu Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, lors de cette question sur l'ouverture du pont de l'Oyapock, qui semblait découvrir également que, ça y est, le pont est achevé quand même depuis 2011. Votre réaction sur ces propos? Ben, je peux peut-être comprendre, vous l'avez appelé ce moment de solitude, en tout cas cet embarras du porte-parole du gouvernement. Voilà un pont qui est terminé depuis 2011. On nous apprend qu'il va être inauguré d'année en année. Bon, ça ne se fait pas. Beaucoup de raisons. On parle de juin 2016, Madame Siarder. Est-ce que ce serait le cas? En tout cas, déjà, sauf erreur de ma part, Madame la ministre des Outre-mer a annoncé déjà que cette date ne serait pas respectée. En tout cas, je crois savoir que du côté brésilien, il y a le problème des visas qui se posent. Et que malgré la volonté donc, de la France et du Brésil d'entretenir ces relations commerciales au travers du pont, il y a le problème des visas, il y a peut-être aussi le problème d'une route qui se pose. En tout cas, sachez que des relations existent. Sachez également que nous pouvons nous rendre par la route à Macapá. Donc ce pont, c'est un symbole. Ce pont doit permettre d'encadrer des relations, mais elles existent déjà sans le pont, bien sûr. Alors, mais est-ce que c'est un symbole de réussite ou d'échec de coopération régionale ou de diplomatie France-Brésil, pardon? Écoutez, en tout cas, c'est peut-être une des réponses qu'il faut apporter à la coopération régionale. Cette coopération régionale doit être l'affaire très certainement des États, mais en tout cas des acteurs de proximité. C'est un pont qui a été voulu par les États et aujourd'hui on est bien embarrassé pour nous dire exactement quand est-ce que ce sera inauguré, quels sont les points qu'il faut voir. Il faut laisser aujourd'hui la coopération régionale se mettre en place par les acteurs de terrain. Et pour nous, en Guyane, nous avons à bâtir cette coopération régionale. Nous avons à bâtir aussi des territoires transfrontaliers, au-delà de la coopération régionale qui peut se faire avec nos proches voisins. Mais au-delà également, nous pouvons envisager des relations, par exemple, sur des points précis avec la Chine. En tout cas, développer des relations beaucoup plus étroites
avec les pays dont sont originaires plusieurs communautés de Guyane. Il nous faut aussi bâtir, je le disais, des relations transfrontalières. C'est important. Dans le domaine de l'énergie, je me suis rendu compte que les problèmes qui se posent côté français se posent également côté surinamien, puisque nous sommes en site isolé, qu'il nous faut donc des moyens de production appropriés. Le problème des déchets se pose. Donc nous avons vraiment dans ce domaine lié au changement climatique, plus particulièrement à l'énergie, des solutions à trouver ensemble. Madame Sirdère, pour vous, la Guyane se vit plutôt comme une région européenne en Amérique du Sud ou plutôt comme un territoire sud-américain intégré à l'Europe? Eh bien, je crois qu'au travers des réponses que j'apporte, nous sommes avant tout et de culture donc sud-américain, amazonien. Nous sommes également européens. Alors, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est bien donc de faire face et de faire comprendre que nous sommes un pays en voie de développement et la difficulté de la Guyane, c'est d'être un pays en voie de développement dans un pays développé, qui est en train donc d'émerger avec une population qui explose et que finalement, nous ne sommes pas du tout un pays post-industrialisé à l'instar des pays européens. C'est ça la caractéristique. Et donc, nous devons prendre en compte donc, ces paramètres-là, nous, pour émerger sur un continent, le continent qui est le nôtre, être visible. Projetons-nous dans 6 ans, au terme de la première mandature de la collectivité territoriale. Quels sont les projets de coopération régionale que vous auriez aimé voir réalisés dans 6 ans? Écoutez, je vous ai dit que nous étions en train de mettre en place cette coopération régionale. Donc, des actions vont être prévues. Nous avons également des territoires transfrontaliers à vraiment mettre en place avec une économie de part et d'autre donc des fleuves qui sont des fleuves frontières. Nous avons à bâtir beaucoup de choses ensemble, donc je ne peux pas me projeter dans 6 ans. Je vous ai parlé en tout cas des relations que nous souhaitons, les sujets sont divers, les domaines sont divers. Les sujets classiques, on pourrait dire, de coopération internationale, mais également sur le domaine, par exemple, du changement climatique. Il faut savoir que nous avons un littoral qui est sujet aujourd'hui à des submersions marines rapides et que sur ce territoire amazonien, nous recevons les bouts de l'Amazone. Il nous faut aujourd'hui avoir la connaissance de notre territoire. Alors déjà, cette connaissance, cette recherche, vous savez également que nous sommes le seul département d'outre-mer à avoir sur son territoire encore des populations autochtones, c'est-à-dire des populations qui vivent et qui ont un mode de vie particulier. Et que la chance que nous avons, c'est de pouvoir avoir en même temps et cette connaissance donc traditionnelle et la recherche également. Et ces connaissances doivent trouver donc leur place, leur équilibre et nous avancerons lorsque cet équilibre sera bien trouvé. Est-ce que justement cette population amazonienne qui est originelle au plateau américain peut être aussi un vecteur de coopération puissant avec le Brésil ou avec le Suriname par exemple? Bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait déjà de la coopération qui existait. Donc, au niveau culturel, il y a par exemple des jeux Kalinia, des jeux sud-américains, populations autochtones qui se tiennent et qui se sont tenus l'année dernière au Brésil. Vous devez aussi savoir que nous sommes en train de mettre en place, par exemple dans le cadre du changement climatique, eh bien tout simplement une rencontre avec les pays amazoniens et puis les pays sud-américains avec les populations autochtones de ces différents pays que j'ai eu l'occasion de rencontrer au mois de juin l'année dernière à Lyon. Et le président m'a expressément demandé d'organiser donc ces rencontres-là.
C'est vous dire que sur des sujets comme j'évoquais, développement durable, énergie, forêt, nous avons beaucoup d'échanges à apporter. En matière de santé également, les Amazoniens les Amérindiens sont connus pour avoir et travailler sur une biodiversité, sur une phytothérapie aussi qui est particulièrement unique, qui est riche de savoir. Est-ce qu'en cette matière, il y a des choses en matière de recherche, vous l'évoquiez également, que vous pourriez pousser avec cette population amérindienne? Eh bien, écoutez, nous la poussons. Lorsque je parle donc de connaissances, donc nous avons mis en place, et c'était là pour nous important, vous me parliez des Antilles, nous n'avons pas une biodiversité insulaire, nous avons une biodiversité continentale, une biodiversité amazonienne, avec des savoirs traditionnels qui sont liés à l'utilisation de cette biodiversité, et il était grand temps que notre biodiversité continentale amazonienne donc soit reconnue. Et bien sûr, alors il y a au départ la population autochtone amérindienne, nous avons aussi la population bushlingué qui est là, qui a des modes de vie donc traditionnels, des savoirs, la population créole, les populations qui existent aujourd'hui en Guyane, et il nous faut faire avec ces savoirs traditionnels que l'on peut aussi valoriser donc par la recherche et donner au produit final un partage juste et équitable entre tous les acteurs. Nous sommes en train de mettre donc tout cela en place. Nous avons mis en place des structures. Nous avons apporté toute la contribution que nous pouvions au projet de loi biodiversité sur les APA, c'est-à-dire l'accès à la ressource, partage juste et équitable. Donc nous faisons un travail vraiment de fourmi, de façon à ce que notre identité et notre authenticité soient reconnues. Très bien, Madame Sierdert. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges riches, fructueux et qui laissent à rêver à des perspectives particulièrement audacieuses et exemplaires sur le plateau amazonien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, de m'avoir interrogée. Merci. Au grand plaisir de vous retrouver sur le plateau de Focus. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne fin de journée sur Alizé Guadeloupe.